Le froid mordant de l'hiver manceau s'infiltrait à travers les volets clos du 6 rue Bruyère. Dans cette demeure bourgeoise, aux façades de tuffeau typiques de la région, la famille Lancelin menait une existence ordonnée, rythmée par les conventions strictes de la société française des années 30. Monsieur Henri Lancelin, avoué respecté de 58 ans, dirigeait sa maisonnée avec la rigueur d'un homme habitué à l'autorité. Sa femme, Léonie Lancelin, 49 ans, incarnait parfaitement la bourgeoise provinciale de son époque. Pieuse, soucieuse des apparences et fermement attachée aux traditions qui régissaient leur classe sociale. Leur fille unique, Geneviève, 27 ans, n'avait jamais quitté le cocon familial. Célibataire par choix ou par manque d'opportunité, elle consacrait ses journées à la broderie, à la lecture des romans à la mode et aux œuvres de charité organisées par la paroisse Saint-Julien. Ses cheveux châtain clair, toujours soigneusement coiffés en chignon, encadraient un visage aux traits délicats mais marqué par une certaine mélancolie. Elle portait invariablement des robes sombres, rehaussées d'un simple collier de perles. Témoignant à la fois de son statut et de sa modestie, la maison elle-même reflétait parfaitement le standing de ses propriétaires. Le rez-de-chaussée abritait un salon bourgeois, meublé de fauteuils Voltaire, recouverts de velours grenat, d'un piano demi-queue Pleyel, sur lequel Geneviève jouait parfois du Chopin, et d'une bibliothèque garnie de reliures en cuir. Les murs étaient ornés de reproductions de maîtres classiques et de photographies de famille dans des cadres dorés. La salle à manger, adjacente au salon, était dominée par une lourde table en noyer et un buffet Henri II où s'alignaient les plus belles pièces de la vaisselle familiale. L'étage comprenait 3 chambres, celle du couple Lancelin, donnant sur la rue, celle de Geneviève, plus modeste mais confortable, et une chambre d'amis rarement occupée. Au second étage, sous les combles, se trouvaient les chambres de service. C'est là que vivaient Élise et Margot Morel, les 2 sœurs qui assuraient l'entretien de cette demeure depuis bientôt 6 ans. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette histoire glaçante. Élise Morel, l'aînée, avait 28 ans. Grande et mince, elle possédait une beauté austère qui n'échappait pas au regard masculin lorsqu'elle sortait faire les courses au marché des Jacobins. Ses cheveux noirs, qu'elle portait tirés en arrière, dégageaient un front haut et intelligent. Ses yeux sombres, d'un brun presque noir, semblaient toujours observer, analyser, juger. Elle parlait peu, mais quand elle s'exprimait, c'était avec une précision qui trahissait une éducation supérieure à celle qu'on attendait d'une domestique. Car Élise avait fréquenté l'école communale plus longtemps que la plupart des filles de sa condition, développant un goût pour la lecture qui l'isolait encore davantage de ses semblables. Sa sœur Margot, de 3 ans sa cadette, présentait un contraste frappant. Plus petite, plus ronde, elle avait hérité des traits plus doux de leur mère disparue. Ses cheveux châtains bouclaient naturellement autour de son visage poupin aux joues rosées. Là où Élise imposait le respect par sa froideur, Margot suscitait une sympathie immédiate par sa timidité apparente. Mais cette douceur masquait une dépendance totale envers sa sœur aînée, une soumission qui inquiétait parfois les rares personnes qui prenaient de la peine de les observer attentivement. Les 2 sœurs étaient arrivées chez les Lancelin en 1927, recommandées par l'abbé Tricard de leur paroisse d'origine, près d'Alençon. Orphelines de père depuis leur plus jeune âge, elles avaient perdu leur mère d'une pneumonie 3 ans plus tôt. Élise avait alors assumé le rôle de protectrice, prenant sous son aile une Margot désemparée et incapable de survivre seule. Leur passé était un territoire que personne n'osait explorer. Quelques allusions à une enfance difficile, à un beau-père violent, à des années de privation dans une ferme isolée où elles avaient grandi loin de tout contact social normal. Chez les Lancelin, elles avaient trouvé une stabilité que leur existence chaotique ne leur avait jamais offerte. Élise s'occupait du ménage, du repassage et de la cuisine, tâches qu'elle accomplissait avec une perfection maniaque. Margot l'assistait, se chargeant plus particulièrement de l'entretien du linge et des courses quotidiennes. Leur chambre, spartiate mais propre, était située juste au-dessus de celle de Geneviève.
2 lits de fer étroits, une armoire en pin, une table de toilette avec un broc et une cuvette, quelques objets personnels, une photographie de leurs parents, un crucifix en bois et les quelques livres qu'Élise empruntait parfois à la bibliothèque municipale. Les Lancelin se félicitaient d'avoir trouvé ces domestiques discrètes et efficaces. Jamais de retard, jamais de négligence, jamais de familiarité déplacée. Élise et Margot évoluaient dans la maison comme des ombres silencieuses, anticipant les besoins de leur maître sans jamais se faire remarquer. Cette perfection même aurait dû éveiller l'attention, mais dans la routine quotidienne d'une maison bourgeoise, l'habitude avait émoussé toute vigilance. Le matin, Élise était la première levée. Dès 6 heures, elle descendait à la cuisine rallumer le fourneau à charbon, préparer le café et disposer le couvert du petit déjeuner dans la salle à manger. Margot la rejoignait une demi-heure plus tard, et ensemble, elles orchestraient le réveil de la maisonnée. Monsieur Lancelin prenait son petit déjeuner à 7 heures précises avant de partir à son étude, rue Gambetta. Madame Lancelin et Geneviève descendaient vers 8 heures, échangeant avec les domestiques les quelques mots nécessaires à l'organisation de la journée. Le reste de la matinée s'écoulait dans un balai minutieusement réglé. Époussetage des meubles, cirage des parquets, préparation des repas. L'après-midi, pendant que Madame Lancelin recevait parfois des visites de dames de la bonne société mancelle ou se rendait à ses œuvres charitables, et que Geneviève se consacrait à ses occupations solitaires, les 2 sœurs poursuivaient leurs tâches ménagères. Élise s'attelait au repassage avec une concentration presque religieuse, maniant le fer chauffé sur le fourneau avec une dextérité qui forçait l'admiration. Margot, elle, entretenait le linge, raccommodait les vêtements, astiquait l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir. Le soir venu, après avoir servi le dîner et fait la vaisselle, elles regagnaient leur chambre où elles passaient leurs rares moments de liberté. C'est là, à l'abri des regards, que se révélait la vraie nature de leur relation. Élise lisait à voix haute pour Margot, qui ne savait déchiffrer que péniblement. Elle lui racontait les histoires qu'elle inventait, mélangeant les récits tirés de ses lectures aux fantasmes nés de son imagination fertile. Margot l'écoutait, fascinée, suspendue aux lèvres de cette sœur qu'elle vénérait comme une déesse. Car Élise était bien plus qu'une sœur pour Margot, elle était son univers entier. Privée dès l'enfance de tout autre repère affectif, Margot avait reporté sur Élise un amour exclusif et dévorant. Elle ne prenait aucune décision sans la consulter, ne formulait aucune opinion qui ne soit d'abord approuvée par son aîné. Cette dépendance, qui aurait pu paraître touchante, avait pris au fil des années une dimension inquiétante. Margot semblait avoir abdiqué toute personnalité propre, devenant le prolongement docile de la volonté d'Élise. De son côté, Élise avait développé envers sa cadette un sentiment de possession qui dépassait l'affection fraternelle. Elle veillait jalousement sur Margot, décourageant toute tentative de rapprochement avec d'autres personnes. Quand le boucher de la rue de la République tentait parfois d'engager la conversation avec la jolie Margot, Élise intervenait immédiatement, coupant court à tout échange avec une fermeté qui ne souffrait aucune réplique. Cette protection se muait peu à peu en isolement. Les 2 sœurs ne fréquentaient personne d'autre qu'elles-mêmes, créant un monde clos où leurs pensées et leurs émotions se nourrissaient mutuellement dans un cercle de plus en plus étroit. Les habitants du quartier s'étaient habitués à voir passer ces 2 silhouettes sombres qui se rendaient au marché ou à l'église sans jamais s'arrêter pour bavarder. On les saluait poliment, on échangeait quelques mots sur la météo ou les prix des denrées, mais rien de plus. Elles restaient des énigmes, des étrangères intégrées à la communauté par nécessité, mais jamais vraiment acceptées. Cette marginalité, loin de les peiner, semblait leur convenir parfaitement. Elles n'avaient besoin de personne d'autre. Cependant, sous cette apparence de sérénité, des tensions sourdes commençaient à se manifester. Élise, malgré sa maîtrise de soi apparente, développait une irritabilité croissante face à ce qu'elle percevait comme des marques de mépris de la part de ses employeurs. Un regard de travers, un reproche sur la préparation d'un plat, une remarque sur un pli mal repassé prenaient dans son esprit des proportions démesurées. Elle ruminait ces incidents mineurs des heures durant,
les transformant en autant d'humiliations intolérables. Margot, sensible aux moindres variations d'humeur de sa sœur, ressentait par contre-coup ses frustrations sans toujours en comprendre l'origine. Elle voyait Élise se raidir quand Madame Lancelin émettait une critique, même formulée avec politesse. Elle percevait la colère contenue qui faisait trembler imperceptiblement les mains de sa sœur quand celle-ci remettait en place un objet déplacé par ses employeurs. Cette tension latente créait dans la maison une atmosphère électrique que personne d'autre ne semblait remarquer. L'hiver 1933 fut particulièrement rigoureux dans la Sarthe. Les gelées persistantes transformaient les rues du Mans en patinoires, et les maisons, même bien chauffées, conservaient une humidité pénétrante qui s'infiltrait jusqu'aux os. Dans la demeure de la rue Bruyère, la routine continuait imperturbablement, mais quelque chose avait imperceptiblement changé. Les gestes restaient les mêmes, les horaires étaient respectés, les tâches accomplies avec la même perfection, mais une tension nouvelle habitait les deux sœurs. Élise parlait moins, son visage se fermait davantage, ses silences se prolongeaient. Margot, miroir fidèle de l'humeur de son aîné, s'assombrissait à son tour, perdant cette timidité souriante qui la rendait sympathique. Elles semblaient s'enfoncer ensemble dans une mélancolie dont elles n'arrivaient plus à sortir, comme si l'accumulation de leur frustration et de leur isolement avait atteint un point de saturation dangereux. Le 1er février 1933, alors que la nuit tombait précocement sur le Mans et que les premières neiges de l'année commençaient à blanchir les toits de la vieille ville, personne ne pouvait imaginer que la tension accumulée pendant des mois allait exploser le lendemain dans une violence inouïe. La maison de la rue Bruyère semblait paisible, ses fenêtres éclairées témoignant d'une soirée ordinaire dans une famille bourgeoise ordinaire. Mais derrière cette façade rassurante, quelque chose de terrible prenait forme dans l'esprit des deux sœurs Morel. Le Mans, février 1933. Les premiers jours de février apportèrent avec eux une grisaille persistante qui semblait peser sur toute la ville du Mans. Les réverbères à gaz de la rue Bruyère projetaient des halos jaunâtres dans la brume hivernale, créant une atmosphère oppressante qui s'accordait parfaitement à l'humeur sombre qui s'était emparée de la maison Lancelin. Ce matin du 2 février, la routine habituelle masquait mal les tensions qui couvaient depuis des semaines. Élise s'était levée plus tôt que d'ordinaire. Dès 5h30, elle était descendue à la cuisine, ses pas étouffés par les chaussons de feutre qu'elle portait pour ne pas réveiller la maisonnée. Dans la pénombre de l'aube naissante, elle avait rallumé le fourneau avec des gestes mécaniques, mais son esprit était ailleurs, tourmentée par des pensées qu'elle n'arrivait plus à contrôler. La veille, Madame Lancelin avait fait une remarque sur le repassage d'une chemise de son mari, soulignant qu'il restait un faux pli au niveau du col. Pour toute autre personne, cette observation aurait été anodine, mais pour Élise, elle avait résonné comme une gifle publique. Margot l'avait rejointe vers 6 heures, encore ensommeillée, ses cheveux châtains ébouriffés, lui donnant l'air d'une enfant. Elle avait immédiatement perçu la tension qui émanait de sa sœur, cette raideur particulière dans le port de tête, cette façon qu'avait Élise de serrer les lèvres quand elle était contrariée. Sans rien dire, Margot avait commencé à dresser le couvert du petit déjeuner, alignant méticuleusement les couverts en argent et disposant les tasses en porcelaine de Limoges selon un ordre immuable. La famille Lancelin était descendue selon son horaire habituel. Monsieur Henri, vêtu de son costume sombre et de sa redingote, avait parcouru rapidement le Maine libre tout en sirotant son café. Madame Léonie, élégante dans sa robe de laine gris anthracite, rehaussée d'un camé, avait échangé quelques mots avec son mari sur les obligations sociales de la journée. Geneviève, plus pâle que d'ordinaire, avait à peine touché à ses tartines beurrées, se contentant d'un thé léger et de quelques biscuits secs. Dites-nous en commentaire de quelle ville ou région vous nous suivez. Nous adorons savoir d'où viennent nos auditeurs passionnés par ces histoires vraies. C'est au moment du départ de Monsieur Lancelin que l'incident s'était produit. En passant devant Élise qui essuyait la table de la salle à manger,
Il avait remarqué une trace d'humidité sur le plateau en acajou et avait murmuré, sans même la regarder, « Il faudrait faire plus attention au mobilier. Ces traces peuvent laisser des marques définitives. » Ces quelques mots, prononcés sans méchanceté mais avec l'autorité naturelle d'un homme habitué à être obéi, avaient eu l'effet d'une étincelle sur de la poudre. Élise avait accusé le coup sans rien laisser paraître, mais Margot avait vu ses articulations blanchir tant elle serrait le chiffon dans sa main. La matinée s'était écoulée dans un silence pesant. Madame Lancelin était sortie pour ses œuvres de charité, accompagnée de Geneviève qui l'aidait dans la distribution de paniers aux familles nécessiteuses du quartier Sainte-Croix. Les deux sœurs s'étaient retrouvées seules dans la grande maison et c'est alors qu'Élise avait laissé éclater sa frustration. Dans la cuisine, à l'abri des regards, elle avait commencé à exprimer à voix basse sa rancœur contre cette famille qui la traitait, selon ses propres termes, comme un meuble. 6 années, Margot, 6 années que nous sommes dans cette maison. 6 années à nettoyer leurs saletés, à supporter leurs caprices, à subir leurs regards condescendants. Sa voix, habituellement maîtrisée, tremblait de colère contenue. Jamais un mot de remerciement, jamais une marque de considération. Nous sommes transparentes pour eux, moins que rien. Margot l'écoutait, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Quand Élise souffrait, elle souffrait aussi, mais d'une souffrance décuplée par son incapacité à comprendre entièrement les causes de cette douleur. Elle se contentait de hocher la tête, d'approuver les paroles de sa sœur, de lui apporter le réconfort de sa présence inconditionnelle. « Et cette Geneviève !» continuait Élise en épluchant rageusement les légumes pour le déjeuner. « Cette vieille fille aigrie qui se croit supérieure parce qu'elle n'a jamais eu à travailler de ses mains. Tu as vu comme elle nous regarde, comme si nous étions des bêtes curieuses, et sa mère, avec ses airs de grande dame. Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie, cette femme qui n'a jamais manqué de rien ?» Ces récriminations n'étaient pas nouvelles, mais elles prenaient ce jour-là une intensité particulière. Depuis des mois, Élise ressassait ses griefs, les enrichissant de détails imaginaires, transformant chaque interaction anodine en affront délibéré. Dans son esprit, les Lancelin étaient devenus les symboles de tout ce qu'elle haïssait. La suffisance bourgeoise, l'indifférence aux souffrances d'autrui, l'exploitation déguisée en bienveillance paternaliste. L'après-midi avait apporté un nouvel incident qui avait mis le feu aux poudres. Vers 15 heures, alors qu'Élise repassait dans la buanderie au sous-sol, l'installation électrique avait fait des siennes. Les plombs avaient sauté, plongeant une partie de la maison dans l'obscurité. Ce type de panne n'était pas rare dans les vieilles demeures mancelles où les installations électriques, ajoutées après coup au système de gaz d'origine, étaient souvent défaillantes. Quand Madame Lancelin et Geneviève étaient rentrées de leurs œuvres charitables vers 16 heures, elles avaient découvert le problème et appelé immédiatement Élise pour qu'elle s'en occupe. La domestique avait tenté de remettre les fusibles en place, mais le problème semblait plus complexe qu'il n'y paraissait. L'éclairage du salon et de la salle à manger refusait de se rallumer, obligeant la famille à utiliser les bougies et les lampes à pétrole en attendant l'intervention d'un électricien. C'est alors que Madame Lancelin avait commis l'erreur fatale. Agacée par cette panne qui perturbait ses habitudes, elle avait lancé à Élise, sur un ton plus sec qu'elle ne le faisait habituellement, « Il faut vraiment faire attention quand on manipule les installations électriques. Ces pannes ne surviennent jamais par hasard. J'espère que vous n'avez pas fait de bêtises en utilisant le fer à repasser. » L'accusation était indirecte mais claire. Madame Lancelin insinuait qu'Élise était responsable de la panne, qu'elle avait fait preuve de négligence. Pour la domestique, déjà à bout de nerfs après les humiliations de la matinée, c'était l'insulte de trop. Elle avait serré les dents, baissé les yeux et murmuré un « Oui, madame », à peine audible. Mais intérieurement, quelque chose venait de se briser définitivement. Margot, témoin de la scène, avait vu sa sœur vaciller imperceptiblement. Elle connaissait assez Élise pour savoir que cette apparente soumission masquait une rage qui dépassait tout ce qu'elle avait pu exprimer auparavant. Dans l'intimité de leur chambre, ce soir-là, Élise n'avait plus été la même personne. « Elles nous prennent pour des imbéciles !»
Avait-elle sifflé entre ses dents, arpentant la petite pièce comme une bête en cage? Cette panne, elle était due à la vétusté de leurs installations, pas à notre négligence. Mais bien sûr, c'est plus facile d'accuser les domestiques. Nous sommes là pour ça, pour servir de bouc émissaire. Margot, assise sur son lit étroit, observait sa sœur avec une fascination mêlée d'inquiétude. Elle n'avait jamais vu Élise dans un tel état, et cette transformation l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Sa sœur, adorée, habituellement si maîtresse d'elle-même, révélait soudain une dimension sauvage qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Qu'est-ce qu'on peut faire, Élise ?» avait-elle demandé de sa voix douce, cherchant sincèrement une solution pour apaiser la souffrance de celle qui était son unique repère dans l'existence. Élise s'était arrêtée net, fixant sa cadette avec une intensité nouvelle. Dans ses yeux sombres brillait une lueur que Margot n'y avait jamais vue, quelque chose de dur et de déterminé qui la faisait ressembler à une étrangère. « Ce qu'on peut faire ?» avait répété Élise lentement, comme si elle savourait les mots. « On peut leur montrer qu'on existe, Margot, qu'on n'est pas des meubles qu'on peut maltraiter impunément. On peut leur faire regretter de nous avoir humiliés. » Ces paroles, prononcées avec une conviction tranquille, qui les rendait d'autant plus inquiétantes, avaient électrisé Margot. Pour la première fois depuis des années, elle voyait sa sœur reprendre le contrôle, cesser de subir pour envisager d'agir. Cette perspective, si terrifiante fut-elle dans ses implications, lui procurait une excitation qu'elle n'avait jamais ressentie. La soirée s'était écoulée dans une atmosphère étrange, chargée d'électricité. En bas, la famille Lancelin dînait aux chandelles, plaisantant sur cette panne qui leur donnait l'impression de revivre au temps de leurs grands-parents. Ils avaient même trouvé un certain charme à ce repas à la lueur des bougies, sans se douter que 2 étages au-dessus, leurs domestiques échafaudaient des plans de vengeance. Car c'est bien de vengeance qu'il s'agissait désormais dans l'esprit d'Élise. Toutes les humiliations subies, toutes les frustrations accumulées, tous les mépris endurés se cristallisaient en un désir de revanche qui prenait des proportions démesurées. Dans la logique tordue de sa colère, les Lancelin étaient devenus les représentants de tous ceux qui l'avaient blessé depuis l'enfance. Le beau-père brutal, les employeurs précédents qui l'avaient congédié sans ménagement, la société tout entière qui ne lui accordait aucune considération. Margot, elle, ne comprenait qu'une chose. Élise souffrait et cette souffrance était devenue insupportable. Si sa sœur décidait que les Lancelin devaient payer pour cette souffrance, alors elle était prête à la suivre aveuglément. Son amour pour Élise, cet amour exclusif et dévorant qui constituait le centre de son existence, ne connaissait aucune limite morale. Ce qu'Élise voulait, elle le voulait aussi. Ce qu'Élise haïssait, elle l'haïssait également. Vers minuit, quand la maison fut plongée dans le silence, les 2 sœurs étaient encore éveillées, chuchotant dans l'obscurité de leur chambre. Élise échafaudait des scénarios de plus en plus précis, décrivant avec une minutie troublante les moyens de rendre la monnaie de leurs pièces à leurs employeurs. Margot l'écoutait, fascinée, approuvant d'instinct des projets qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle endorsait par amour pour celle qui les concevait. « Demain », avait murmuré Élise juste avant de s'endormir. « Demain tout changera. Ils vont comprendre qui nous sommes vraiment. » Ces mots, porteurs d'une menace que Margot ne saisissait pas encore pleinement, résonnaient encore dans sa tête quand le sommeil l'avait finalement emportée. Dans ses rêves confus, elle se voyait aux côtés d'Élise, marchant vers un avenir incertain, mais où elle serait enfin reconnue, respectée, crainte peut-être. Le 2 février 1933 s'achevait dans un calme trompeur. La maison de la rue Bruyère dormait paisiblement, ses occupants inconscients de la tempête qui se préparait dans les têtes des 2 sœurs Morel. Demain serait un autre jour, et avec lui viendrait l'explosion de toute cette violence contenue, de toute cette haine accumulée, dans un déferlement de brutalité que personne n'aurait pu prévoir. L'isolement dans lequel les 2 sœurs s'étaient enfermées avait fait son œuvre destructrice. Privées de tout contact social normal, elles avaient développé entre elles une complicité malsaine qui amplifiait leur frustration jusqu'à les rendre explosives.
Dans quelques heures, cette mécanique implacable allait se dérégler définitivement, transformant deux domestiques apparemment inoffensives en auteurs de l'un des crimes les plus atroces de l'histoire française. Le Mans, 2 février 1933, 19h30. L'obscurité était tombée depuis longtemps sur Le Mans, quand M. Henri Lancelin remonta la rue Bruyère, sa mallette de cuir à la main et le col de son manteau relevé contre le froid mordant de février. Les réverbères à gaz projetaient des cercles de lumière jaunâtre sur les pavés humides, et ses pas résonnaient dans le silence ouaté de ce quartier résidentiel. Il était 19h30, et comme chaque soir, il rentrait de son étude d'avoué avec la ponctualité d'un homme d'ordre. En approchant de sa demeure, Henri remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. Aucune lumière ne filtrait par les volets du rez-de-chaussée, et la fenêtre de la chambre conjugale à l'étage était également plongée dans l'obscurité. Seule une lueur vacillante, probablement celle d'une bougie, était visible à la fenêtre de Geneviève. Cette panne électrique qui avait commencé l'après-midi n'était donc toujours pas réparée. Il introduisit sa clé dans la serrure et poussa la porte d'entrée, s'attendant à être accueilli par les voix familières de sa femme et de sa fille. Mais le silence qui l'enveloppa était total, troublant. Habituellement, Léonie l'attendait dans le salon pour lui raconter sa journée, et Geneviève venait l'embrasser avant de se retirer dans sa chambre. Ce soir, rien. « Léonie, Geneviève » appela-t-il en ôtant son manteau. Sa voix résonna étrangement dans le vestibule, plongé dans la pénombre. Aucune réponse ne lui parvint. Une inquiétude diffuse commença à l'envahir. Peut-être était-elle sortie pour dîner chez des amis à cause de cette panne persistante, mais elle l'aurait prévenu. Il alluma une allumette et trouva la lampe à pétrole que sa femme avait laissée sur la console de l'entrée. La flamme dorée révéla un décor familier mais étrangement silencieux. Henri se dirigea vers le salon, la lampe à la main, cherchant des indices qui pourraient expliquer cette absence inhabituelle. C'est en montant l'escalier vers les chambres qu'il perçut enfin des bruits, des murmures étouffés qui semblaient provenir de l'étage supérieur, là où logeaient les domestiques. Une conversation à voix basse, presque chuchotée, qui cessait par moments avant de reprendre. Henri fronça les sourcils. Il était rare qu'Élise et Margot se permettent de parler aussi tard, et plus rare encore qu'elles le fassent avec une telle intensité. Au premier étage, il constata que la porte de la chambre conjugale était fermée, de même que celle de Geneviève. Une mince raie de lumière filtrait sous cette dernière, confirmant qu'une bougie y était allumée. Henri toqua délicatement. « Geneviève, c'est papa. Tout va bien ?» Aucune réponse. Il tourna doucement la poignée et poussa la porte. La chambre était vide, le lit impeccablement fait, et seule une bougie posée sur la table de chevet éclairait la pièce. Les vêtements de sa fille étaient soigneusement rangés dans l'armoire. Rien ne semblait avoir été déplacé. Mais où était-elle? Un mauvais pressentiment s'empara d'Henri. Il se dirigea vers la chambre qu'il partageait avec sa femme, mais celle-ci était également déserte. Les lits jumeaux étaient parfaitement bordés, et aucun signe de présence récente n'était visible. L'inquiétude se transformait maintenant en angoisse. Où étaient sa femme et sa fille? C'est alors qu'il entendit distinctement des pas au-dessus de sa tête, dans les combles où résidaient les domestiques. Des déplacements lents, mesurés, comme si quelqu'un se déplaçait avec précaution pour ne pas faire de bruit. Henri leva les yeux vers le plafond, tentant de décrypter ces sons étranges, puis soudain le silence retomba. Ne sachant que faire, Henri redescendit au rez-de-chaussée pour examiner plus attentivement les pièces communes. Dans la salle à manger, il remarqua que le couvert n'avait pas été mis pour le dîner, ce qui était inhabituel. Léonie était une femme d'habitude. Et même en cas de panne électrique, elle n'aurait jamais négligé de préparer la table. Dans la cuisine, il découvrit que les fourneaux étaient éteints et que rien ne mijotait pour le repas du soir. Cette fois, l'alarme était donnée. Henri remonta précipitamment au premier étage et frappa énergiquement au plafond avec le manche de sa canne. « Élise, Margot, descendez immédiatement. Où sont madame et mademoiselle ?» Le silence qui accueillit son appel était assourdissant. Puis, après de longues secondes,
Il entendit le grincement caractéristique de la porte des combles qui s'ouvrait, suivi de pas lents dans l'escalier de service. Henri se dirigea vers la cuisine, d'où venait l'escalier menant aux chambres des domestiques. Élise apparut la première, descendant marche après marche avec une lenteur délibérée. Dans la lumière vacillante de la lampe à pétrole qu'Henri tenait à la main, son visage paraissait étrangement serein, presque souriant. Ses cheveux noirs, habituellement tirés en un chignon strict, flottaient librement sur ses épaules, lui donnant un air sauvage qu'Henri ne lui avait jamais connu. « Bonsoir, monsieur Lancelin », dit-elle d'une voix douce, presque chantante. « Vous rentrez tard ce soir. » Margot apparut derrière elle, et Henri eut un mouvement de recul. La plus jeune des sœurs avait le visage barbouillé de ce qui ressemblait à de la terre ou de la suie, et ses vêtements étaient dans un désordre inhabituel. Mais c'était surtout l'expression de ses yeux qui troublait, un regard vide, absent, comme si elle se trouvait dans un état second. « Où sont ma femme et ma fille ?» demanda Henri d'une voix qu'il s'efforçait de garder ferme. « Elles ne sont dans aucune chambre. » Élise inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à la question. Son sourire s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches qui contrastaient avec la pâleur de son visage. « Oh, elles sont là, monsieur. Elles ne sont jamais parties. Elles vous attendent, au salon. » Henri fronça les sourcils. Il venait pourtant de vérifier le salon, qui était désert. Mais avant qu'il puisse poser d'autres questions, Élise s'était dirigée vers la porte donnant sur le couloir, lui faisant signe de la suivre. Margot emboîta le pas, marchant comme un automate derrière sa sœur. Dans le salon plongé dans l'obscurité, Henri ne distinguait d'abord que les silhouettes familières des meubles. Mais quand Élise alluma calmement plusieurs bougies qu'elle avait disposées sur le manteau de la cheminée, la vérité lui apparut dans toute son horreur. Léonie et Geneviève étaient bien là, mais dans un état qui dépassait l'entendement. Sa femme gisait près du piano, le corps tordu dans une position impossible. Le visage, Henri ne put supporter de regarder plus longtemps. Geneviève était affalée contre le canapé, ses vêtements déchirés maculés de sang, et là où auraient dû se trouver ses yeux. Henri laissa échapper un cri d'horreur et fit un pas en arrière, manquant de renverser la lampe à pétrole. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Ce ne pouvait pas être réel. Ce ne pouvait pas être sa famille, sa douce Léonie, sa tendre Geneviève. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ?» balbutia-t-il en se tournant vers les deux sœurs. Élise le regardait toujours avec ce sourire étrange, ce calme troublant qui contrastait de manière obscène avec l'horreur de la scène. « Nous avons fait ce qu'il fallait faire, monsieur Lancelin. Nous leur avons rendu leurs humiliations. Nous leur avons montré qui nous étions vraiment. » La voix d'Élise était douce, presque maternelle, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Margot hocha la tête en silence, ses yeux vides fixés sur un point invisible. Henri recula encore, son cœur battant si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Il devait sortir, appeler la police, fuir cette maison devenue un charnier. Mais ses jambes refusaient de lui obéir et sa gorge était si serrée qu'aucun son n'en sortait. « Vous allez rester avec nous maintenant », continua Élise en s'approchant lentement de lui. « Nous allons tous rester ensemble, pour toujours. N'est-ce pas merveilleux ?» Dans sa main, Henri aperçut soudain l'éclat d'une lame, le couteau de cuisine qu'Élise utilisait chaque jour pour préparer les repas. Mais cette fois, la lame était rouge, et des gouttes tombaient sur le parquet ciré qu'elle astiquait si méticuleusement chaque matin. Ce fut cette vision qui brisa enfin la paralysie d'Henri. Il se rua vers la porte du salon, bousculant Margot au passage, et courut vers la sortie en hurlant à plein poumon. Dans la rue, ses cris déchirèrent le silence de la nuit provinciale, alertant immédiatement les voisins. Derrière lui, dans la maison, Élise haussa les épaules avec une indifférence étonnante. Elle se tourna vers Margot et lui tendit la main. « Viens, ma chérie. Remontons dans notre chambre. Nous avons terminé notre travail ici. » Et main dans la main, comme deux sœurs qui reviennent d'une promenade ordinaire, Élise et Margot Morel remontèrent calmement vers leur comble, laissant derrière elles une scène d'horreur qui entrait le Mans pour les décennies à venir. Quand la police arriva une demi-heure plus tard,
Guidée par les cris d'Henri et les témoignages des voisins accourus, elle trouva les deux sœurs assises sagement sur leur lit, tenant leurs mains ensanglantées comme des enfants sages. Elles ne résistèrent pas à l'arrestation, se contentant de sourire en silence tandis qu'on leur passait les menottes. La véritable histoire de cette nuit d'horreur ne serait révélée que plus tard, lors des interrogatoires et du procès qui fascinerait toute la France. Mais ce qui s'était réellement passé dans cette maison entre 18h et 19h30, ces 90 minutes de folie meurtrière dépassaient l'imagination de tous ceux qui tenteraient de le reconstituer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères sombres et les faits divers qui ont marqué l'histoire, car la vérité était encore plus terrifiante que ce qu'Henri avait découvert en rentrant chez lui ce soir-là. Le Mans, palais de justice. Mars 1933. Une révélation bouleversante. L'instruction du dossier Morel avait commencé dans la confusion la plus totale. Pendant des semaines, les enquêteurs du commissariat central du Mans s'étaient heurtés au mutisme quasi complet des deux sœurs. Élise répondait aux questions par des monosyllabes ou des sourires énigmatiques, tandis que Margot semblait complètement absente, fixant le vide avec des yeux qui ne reflétaient plus aucune émotion. Le juge d'instruction Maître Rabier, un homme expérimenté qui avait eu à traiter les affaires criminelles les plus complexes de la région, avoua en privé qu'il n'avait jamais rencontré de prévenu aussi déconcertant. C'est l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal qui allait révéler la première pièce d'un puzzle effroyable. Le docteur Logre, aliéniste réputé venu de Paris spécialement pour cette affaire, passa de longues heures avec chacune des sœurs. Ses conclusions rendues publiques lors de l'audience du 15 mars 1933 sidérèrent l'assistance. « Messieurs les jurés, » déclara le psychiatre en ajustant ses lunettes cerclées d'or, « nous nous trouvons face à un cas rarissime de folie à deux, ce que la science médicale appelle folie communiquée ou délire d'influence. Mademoiselle Élise Morel présente tous les symptômes d'une paranoïa aiguë développée sur plusieurs années, tandis que sa sœur Margot a subi une véritable contamination psychique qui l'a menée à perdre totalement sa personnalité propre. L'expert expliqua comment l'isolement social des deux sœurs avait créé un terrain favorable au développement de cette pathologie. Privées de tout contact extérieur, elles avaient développé entre elles un système de pensée clos, une bulle de réalité alternative où leur frustration et leur rancœur s'étaient amplifiées jusqu'à devenir délirantes. Mais ce n'était là que le début des révélations. Car l'enquête approfondie menée par l'inspecteur principal Rousseau avait mis au jour des éléments troublants sur le passé des sœurs Morel, des éléments que personne n'avait soupçonnés lors de leur embauche chez les Lancelin. L'inspecteur Rousseau était un homme méticuleux, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, qui avait la réputation de ne jamais abandonner une enquête avant d'en avoir exploré tous les aspects. Intrigué par les zones d'ombre du passé des deux sœurs, il avait entrepris un véritable travail d'archéologie criminelle, remontant le fil de leur existence jusqu'aux recoins les plus sombres de leur histoire familiale. Ces investigations l'avaient mené d'abord à Alençon, dans l'Orne, où les sœurs avaient grandi après la mort de leur père. Là, il avait interrogé les voisins, l'instituteur qui avait enseigné à Élise, le curé de la paroisse qui les avait connus enfants. Petit à petit, un portrait glaçant avait émergé. Contrairement à ce que les Lancelin croyaient, les sœurs Morel n'en étaient pas à leur premier emploi de domestique. Entre 1925 et 1927, avant d'arriver au Mans, elles avaient travaillé dans 3 maisons différentes dans la région normande. Et dans chacune de ces maisons, des incidents troublants s'étaient produits. Chez les Beaumont, à Cesse, où elles avaient été employées de septembre 1925 à février 1926, un incendie mystérieux avait détruit la bibliothèque de monsieur juste après qu'il eut reproché à Élise de ne pas avoir correctement épousseté les reliures anciennes. L'enquête de l'époque avait conclu à un accident, mais l'inspecteur Rousseau découvrit que plusieurs témoins avaient vu Élise rôder près de la pièce peu avant le sinistre.
Chez les Grandval, à Mortagne-au-Perche, où elles avaient servi de mars à août 1926, c'était madame qui était tombée mystérieusement malade après avoir critiqué la façon dont Margot préparait les conserves. Violents vomissements, fièvre, délire. Les symptômes suggéraient un empoisonnement, mais aucune preuve formelle n'avait pu être établie. Madame Grandval avait survécu, mais les sœurs avaient été congédiées sans préavis. Enfin, chez les Montclair, à Bellem, où elles avaient terminé leur parcours normand entre septembre 1926 et mai 1927, le fils unique de la famille, un jeune homme de 22 ans, avait fait une chute mortelle dans l'escalier de service. Accident tragique, avait conclu l'enquête. Mais l'inspecteur Rousseau apprit que ce jeune homme avait eu l'audace de faire des avances à Margot, ce qu'Élise n'avait manifestement pas supporté. Cette série de coïncidences peignait un portrait terrifiant des sœurs Morel. Loin d'être les domestiques irréprochables qu'elles paraissaient, elles étaient en réalité des tueuses en série qui avaient perfectionné leur méthode au fil des années. Le massacre des Lancelins n'était pas un accès de folie soudain, mais l'aboutissement logique d'une escalade de violence qui durait depuis près d'une décennie. Mais la révélation la plus stupéfiante était encore à venir. En fouillant dans les archives de l'état civil d'Alençon, l'inspecteur Rousseau fit une découverte qui révolutionna complètement l'enquête. Élise et Margot Morel n'étaient pas sœurs. Les actes de naissance étaient formels. Élise, née le 15 septembre 1904, était bien fille de Jean Morel et de Marie Dubois. Mais Margot, née le 3 mars 1908, était déclarée comme fille de Marie Dubois et d'un père inconnu. Plus troublant encore, l'analyse des dates révélait que Marie Dubois était décédée en couche en donnant naissance à Margot, et qu'Élise, alors âgée de 4 ans, avait été élevée par un oncle jusqu'à ses 13 ans. Ce n'est qu'en 1917, quand l'oncle avait été mobilisé, qu'Élise avait été placée dans la même famille d'accueil que Margot, alors âgée de 9 ans. Les deux fillettes ne s'étaient donc rencontrées qu'à cette époque, et la relation fraternelle qu'elle prétendait avoir toujours eue était en réalité le fruit d'une construction mentale délirante. Plus troublante encore, les témoignages recueillis dans cette famille d'accueil dépeignaient une Élise déjà manipulatrice et dominatrice, qui avait immédiatement pris sous sa coupe la petite Margot, fragile et influençable. La soi-disant affection fraternelle était en réalité une relation de possession malsaine qu'Élise avait cultivée méthodiquement. Lorsque cette vérité fut révélée lors du procès, l'effet fut saisissant. Élise, qui avait gardé un calme olympien depuis son arrestation, eut pour la première fois une réaction violente. Elle se dressa sur son banc, le visage déformé par la rage, et hurla « Menteur! Margot est ma sœur! Elle a toujours été ma sœur! Personne ne peut nous séparer !» Margot, elle, se contenta de regarder Élise avec des yeux emplis d'une dévotion qui frisait l'adoration. Même face à cette révélation qui remettait en question toute leur histoire commune, elle restait fidèle à celle qu'elle considérait comme sa sauveuse, sa protectrice, son unique raison d'être. Le procès prit alors une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de juger un crime d'une sauvagerie inouïe, mais de comprendre comment une femme avait pu construire méthodiquement une relation de dépendance si absolue qu'elle avait transformé une fillette innocente en complice de ses pulsions meurtrières. Les psychiatres appelés à la barre dressèrent le portrait clinique d'une Élise manipulatrice et perverse, capable de fascination et de domination psychologique. Elle avait littéralement fabriqué Margot selon ses besoins, créant en elle une personnalité entièrement dépendante, incapable de penser autonome, programmée pour obéir aveuglément à ses volontés. L'avocat général, Maître Fournier, un homme à la réputation redoutable, résuma ainsi l'affaire dans son réquisitoire. « Messieurs les jurés, nous ne sommes pas face à un crime passionnel ou à un accès de démence. Nous sommes face à une prédatrice qui a méthodiquement détruit l'âme d'une enfant pour en faire l'instrument de ses vengeances. Élise Morel n'est pas folle, elle est le mal incarné. Cette révélation expliquait aussi pourquoi les sœurs avaient été si facilement acceptées comme domestiques par des familles bourgeoises respectables.
Leur histoire de sœurs orphelines cherchant un emploi était crédible et touchante. Personne n'avait songé à vérifier leurs antécédents au-delà des recommandations de complaisance qu'Élise avait su se procurer. Le plus glaçant dans cette affaire était peut-être la préméditation qui avait présidé à chaque crime. Les accidents qui avaient émaillé leur parcours n'étaient pas le fruit d'impulsions soudaines, mais de plans minutieusement élaborés par une Élise qui avait fait de la vengeance son art de vivre. Pour les Lancelin, cette révélation était particulièrement amère. Ils avaient accueilli sous leur toit, en toute confiance, 2 tueuses qui n'attendaient qu'une occasion favorable pour passer à l'acte. Le reproche anodin sur le repassage, la remarque sur la panne électrique, autant de prétextes qu'Élise avait saisis pour déclencher un massacre qu'elle préparait probablement depuis des mois. L'instruction révéla aussi les détails sordides de cette nuit du 2 février 1933. Contrairement à ce qu'on avait cru initialement, l'agression n'avait pas été spontanée. Élise avait attendu que M. Lancelin soit parti au travail pour mettre son plan à exécution. Elle avait d'abord maîtrisé Geneviève dans sa chambre, la frappant à coups de marteau avant de l'aveugler avec un couteau. Puis elle avait fait de même avec Madame Lancelin, qui était accourue au cri de sa fille. Margot avait assisté à tout, paralysée d'horreur, mais incapable de s'opposer à Élise. Selon ses aveux fragmentaires, elle avait même été contrainte de participer aux derniers outrages. Élise la forçant à toucher les corps mutilés pour sceller leur complicité. Après le massacre, les 2 femmes étaient remontées dans leur chambre et avaient attendu calmement le retour de M. Lancelin. Élise comptait l'éliminer lui aussi, mais la fuite de l'homme avait contrarié ses plans. Elle s'était alors contentée de nettoyer sommairement les traces de sang sur ses mains et celles de Margot, avant de se coucher comme si de rien n'était. Cette révélation de la véritable nature d'Élise et de sa relation avec Margot changeait complètement la perception de l'affaire. Ce n'était plus l'histoire tragique de 2 sœurs poussées à bout par l'oppression sociale, mais celle d'une manipulatrice qui avait fait d'une enfant vulnérable l'instrument de ses crimes. Le verdict, rendu le 30 septembre 1933, refléta cette nouvelle compréhension des faits. Élise fut condamnée à mort par guillotine, tandis que Margot écopa de 10 ans de travaux forcés, les jurés ayant retenu les circonstances atténuantes liées à sa soumission psychologique. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car le destin réservait encore des surprises à ces 2 femmes qui avaient défrayé la chronique française, Le Mans et au-delà, 1933-1945. Les dernières années d'un drame qui marqua la France. L'annonce du verdict résonna comme un coup de tonnerre dans le prétoire bondé du palais de justice du Mans. Quand le président du tribunal prononça la sentence de mort contre Élise Morel, un silence sépulcral s'abattit sur l'assistance. Puis, progressivement, des murmures s'élevèrent des bancs du public, mélange d'approbation et d'effroi face à cette justice implacable. Élise accueillit sa condamnation avec le même calme troublant qu'elle avait affiché tout au long du procès. Droite sur son banc, vêtue d'une robe noire simple qui lui donnait l'allure d'une veuve en deuil, elle ne broncha pas. Seul un léger sourire étira ses lèvres, comme si cette sentence confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Margot, à ses côtés, poussa un gémissement plaintif et tendit la main vers sa sœur, mais les gardes l'en empêchèrent. « Margot, » murmura Élise d'une voix à peine audible, « nous nous retrouverons. Rien ne peut nous séparer vraiment. Rien. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, glacèrent l'assistance. Même face à la mort, Élise continuait d'exercer son emprise sur sa complice, lui promettant des retrouvailles dans un au-delà que sa logique tordue lui rendait certain. Le transfert d'Élise vers la prison de Rennes, où elle devait attendre l'exécution de sa sentence, eut lieu dans la nuit du 1er octobre 1933. Les autorités avaient pris toutes les précautions pour éviter les rassemblements de foule qui s'étaient formés autour du palais de justice pendant les derniers jours du procès. L'affaire Morel avait passionné la France entière, et l'opinion publique se divisait entre ceux qui réclamaient une justice exemplaire et ceux qui voyaient dans ces 2 femmes
les victimes d'un système social impitoyable. Margot, elle, fut transférée vers la maison centrale de Rennes également, mais dans le quartier des condamnés de droit commun. Pour la première fois depuis qu'elles se connaissaient, les deux femmes furent physiquement séparées. Cette séparation allait révéler l'étendue des dégâts psychologiques que la domination d'Élise avait causés chez sa protégée. Dès les premiers jours de son incarcération, Margot sombra dans un état catatonique. Elle refusait de s'alimenter, ne parlait plus, et passait ses journées recroquevillées dans un coin de sa cellule, les yeux fixés sur le mur. Les gardiens découvrirent qu'elle passait ses nuits à gratter l'enduit de sa cellule avec ses ongles, traçant inlassablement le nom Élise sur les pierres humides. Le médecin de la prison, le docteur Belair, un homme compatissant qui avait l'habitude des détenus psychologiquement fragiles, tenta d'établir un contact avec Margot. Ces rapports, conservés dans les archives judiciaires, dressent un portrait bouleversant d'une femme littéralement brisée par la séparation. La détenue Morel présente tous les symptômes d'un syndrome de dépendance psychologique aiguë, écrivait-il dans son rapport du 15 octobre 1933. Elle semble avoir perdu toute capacité d'existence autonome. Son état s'apparente à celui d'un enfant brutalement sevré de sa mère. Je crains pour sa vie si cette situation perdure. Pendant ce temps, dans sa cellule de condamné à mort, Élise manifestait une sérénité qui déconcertait ses geôliers. Elle avait demandé du papier et de l'encre, prétextant vouloir rédiger ses mémoires. En réalité, elle passait ses journées à écrire de longues lettres à Margot, lettres que la direction de la prison interceptait systématiquement, mais qui révélaient l'ampleur de sa manipulation psychologique. Ces lettres, découvertes dans les archives en 1985, lors de travaux de rénovation de la prison de Rennes, constituent un document exceptionnel sur le fonctionnement d'un esprit pervers. Élise y développait une mythologie de leur amour, éternel, décrivant leurs crimes comme un acte de purification nécessaire, et promettait à Margot qu'elle se retrouverait dans un monde meilleur où personne ne pourrait les juger. L'une de ces lettres, datée du 22 octobre 1933, était particulièrement révélatrice. « Ma douce Margot, ne pleure pas sur notre séparation temporaire. Ce que nous avons fait ensemble nous unit pour l'éternité. Nous avons montré au monde entier que notre amour était plus fort que leurs conventions. Bientôt, très bientôt, nous serons réunis là où personne ne pourra plus nous faire de mal. Attends-moi, ma chérie, je viendrai te chercher. » Heureusement pour Margot, ces lettres ne lui parvinrent jamais. Mais l'absence de nouvelles d'Élise ne fit qu'aggraver son état. Le 8 novembre 1933, les gardiens la trouvèrent inconsciente dans sa cellule, ayant tenté de se pendre avec les draps de son lit. Ce geste désespéré marqua un tournant dans sa prise en charge. Le directeur de la prison, M. Chalmel, homme d'expérience qui avait vu défiler tous les types de criminels dans son établissement, prit une décision inhabituelle. Il autorisa l'aumônier de la prison, l'abbé Martineau, à s'occuper spécialement de Margot. Ce prêtre d'une 60aine d'années avait la réputation de réussir là où les médecins échouaient. L'abbé Martineau consacra des heures entières à Margot, ne cherchant pas à la faire parler, mais simplement à lui redonner confiance en l'humanité. Progressivement, la jeune femme commença à réagir à ses visites. Elle accepta de nouveau de s'alimenter, puis de participer aux ateliers de couture organisés pour les détenus. Pendant ce temps, l'exécution d'Élise était constamment repoussée. Les recours en grâce se succédaient, portés par des intellectuels qui voyaient dans cette affaire un symbole de la condition féminine dans la société française des années 30. Des personnalités comme Colette, Simone de Beauvoir ou Jean Cocteau signèrent des pétitions réclamant la commutation de la peine de mort en réclusion à vie. C'est finalement le président de la République, Albert Lebrun, qui trancha en commutant la peine d'Élise en travaux forcés à perpétuité. Cette décision, annoncée le 14 février 1934, exactement un an après le massacre de la rue Bruyère, provoqua des réactions contrastées. Les partisans de l'abolition de la peine de mort y virent une victoire, tandis que l'opinion publique majoritaire cria au scandale, estimant qu'une telle monstruosité méritait le châtiment suprême.
L'annonce de cette commutation eut un effet inattendu sur Margot. Quand l'abbé Martineau lui apprit qu'Élise était encore vivante, la jeune femme sortit pour la première fois de sa prostration et prononça ses premières paroles depuis des mois. « Elle m'attend, elle m'a dit qu'elle m'attendrait ». Cette lueur d'espoir, si malsaine fut-elle, redonna paradoxalement une certaine vitalité à Margot. Elle recommença à participer aux activités de la prison, à parler avec les autres détenus, même si ses conversations tournaient invariablement autour d'Élise et de leurs retrouvailles futures. Les psychiatres qui l'examinaient régulièrement notaient une amélioration de son état général, mais s'inquiétaient de cette fixation obsessionnelle sur sa sœur. Élise, elle, accueillit la nouvelle de sa grâce avec une satisfaction visible, non pas parce qu'elle échappait à la mort, mais parce que cela confirmait sa conviction d'être protégée par le destin pour accomplir sa mission auprès de Margot. Elle demanda immédiatement à être transférée dans le même établissement que sa complice, requête qui fut évidemment refusée. Les années qui suivirent furent marquées par une correspondance clandestine entre les deux femmes. Malgré l'interdiction formelle, elles trouvèrent des moyens détournés de communiquer. Messages cachés dans les colis familiaux, lettres dissimulées dans les livres de la bibliothèque pénitentiaire, codes secrets transmis par l'intermédiaire d'autres détenus transférés d'un établissement à l'autre. L'une de ces lettres de contrebande, interceptée en 1936, montrait qu'Élise n'avait rien perdu de son emprise psychologique. « Ma petite Margot adorée, je compte les jours qui nous séparent. Chaque matin, je trace une marque sur le mur de ma cellule. Nous avons déjà 1247 marques, mais qu'est-ce que cela comparé à l'éternité qui nous attend? Sois patiente, ma chérie. Notre histoire n'est pas terminée. » En 1937, un événement dramatique vint bouleverser cette attente morbide. Margot, dont la santé mentale s'était stabilisée mais qui restait fragile, apprit par une nouvelle détenue qu'Élise avait été transférée au bagne de Cayenne, en Guyane française. Cette nouvelle la plongea dans un désespoir si profond qu'elle tenta de nouveau de mettre fin à ses jours. Cette fois, c'est l'abbé Martineau qui la sauva. Il la trouva dans sa cellule, ayant avalé de la soude caustique dérobée à l'atelier de nettoyage. Le prêtre la fit immédiatement transporter à l'infirmerie et resta à son chevet pendant les jours critiques qui suivirent. Dans son délire, Margot ne cessait de répéter « Elle est partie, elle m'a abandonné, elle a menti ». Ce fut peut-être le moment le plus important de la vie de Margot Morel. Pour la première fois depuis qu'elle connaissait Élise, elle entrevoyait la possibilité que sa sœur les manipulait. Cette prise de conscience, si fragile fut-elle, marquait le début d'une lente libération psychologique. L'abbé Martineau, comprenant l'importance de ce moment, intensifia ses visites. Il ne cherchait pas à détruire brutalement l'image qu'Élise avait construite dans l'esprit de Margot, mais plutôt à lui faire redécouvrir sa propre personnalité, enfouie sous des années de conditionnement. « Margot, lui disait-il doucement, qui étiez-vous avant de rencontrer Élise? Quels étaient vos rêves, vos goûts, vos peurs? Essayez de vous souvenir de la petite fille que vous étiez. » Oudouk, ces séances, qui s'étalèrent sur plusieurs mois, permirent à Margot de reconstituer peu à peu les fragments de sa personnalité originelle. Elle se souvint qu'elle aimait chanter quand elle était enfant, qu'elle rêvait de devenir institutrice, qu'elle avait peur des orages, mais adorait regarder la pluie tomber. Toutes ces bribes d'identité qu'Élise avait méthodiquement effacées pour les remplacer par sa propre vision du monde. En 1939, quand la guerre éclata, Margot avait suffisamment récupéré son équilibre mental pour être transférée dans un établissement de détention plus souple. Elle fut envoyée dans une ferme pénitentiaire près de Tours, où les détenus participaient aux travaux agricoles. Cette vie au grand air, loin de l'atmosphère oppressante de la prison, acheva sa transformation. Mais le destin réservait encore des épreuves à cette femme qui tentait de reconstruire sa vie. En juin 1940, quand les troupes allemandes envahirent la France, la ferme pénitentiaire fut bombardée par l'aviation alliée qui la prenait pour un objectif militaire. Margot fut gravement blessée par un éclat d'obus qui lui sectionna le nerf optique gauche, la laissant borgne.
Paradoxalement, cette blessure qui l'enlaidissait définitivement fut pour elle une libération. Dans son esprit torturé, elle y vit un signe que sa beauté maudite, celle qui avait attiré les regards masculins et déclenché la jalousie meurtrière d'Élise, était enfin effacée. Elle pouvait désormais vivre sans craindre de susciter des passions destructrices. Pendant ce temps, en Guyane, Élise vivait un calvaire bien différent. Le bagne de Cayenne était un enfer tropical où la mortalité était effroyable. Les conditions de vie, la maladie, la violence entre détenus avaient raison des constitutions les plus robustes. Mais Élise, animée par sa haine et sa volonté de retrouver Margot, résistait à tout. Elle était devenue la terreur des autres bagnards. Son intelligence supérieure et sa cruauté naturelle lui avaient permis de prendre l'ascendant sur les plus durs des criminels. Elle dirigeait un réseau de trafic divers, exploitant la corruption des gardiens et l'organisation défaillante du bagne. Mais tout cela n'était pour elle qu'un moyen d'accumuler les ressources nécessaires à son retour en France. Car Élise nourrissait un projet insensé, s'évader de Cayenne et retrouver Margot. Elle avait établi des contacts avec des passeurs, économisé de l'argent grâce à ses trafics et étudié méticuleusement les moyens de regagner l'Europe. Plusieurs tentatives d'évasion avortèrent, lui valant des punitions qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais elle tenait bon, soutenue par son obsession. En 1943, profitant du chaos de la guerre qui désorganisait l'administration pénitentiaire, Élise réussit finalement à s'évader. Avec 2 autres bagnards, elle parvint à corrompre un gardien et à s'embarquer clandestinement sur un cargo en partance pour l'Afrique du Nord. Le voyage fut un cauchemar. Entassés dans la cale, ils manquèrent mourir de soif et de faim avant d'atteindre Casablanca. Ces 2 compagnons d'évasion ne survécurent pas aux privations du voyage. Mais Élise, toujours animée par sa volonté de faire, parvint à regagner la France occupée. Elle vécut dans la clandestinité, se cachant dans les ruines de Paris bombardées, subsistant grâce à de petits larcins et à son intelligence des situations. C'est en novembre 1943 qu'elle localisa enfin Margot. Après des semaines d'enquête, elle apprit que son ancienne complice avait été libérée anticipativement en raison de sa blessure de guerre et de sa bonne conduite. Margot vivait désormais sous une fausse identité dans un village des Deux-Sèvres, où elle travaillait comme aide-soignante bénévole dans un hôpital improvisé pour les réfugiés. Les retrouvailles eurent lieu un soir de décembre 1943 dans la petite chambre que Margot occupait au-dessus de la pharmacie du village. Quand Élise frappa à sa porte, Margot crut d'abord à une hallucination. La femme qui se tenait devant elle était méconnaissable. Amaigrie, vieillie, le visage buriné par les privations, mais avec ce même regard noir et hypnotique qu'elle connaissait si bien. « Bonjour, ma chérie », dit simplement Élise. « Je t'avais promis que je viendrais te chercher. » Margot recula instinctivement, portant la main à son œil perdu comme pour se protéger. L'enthousiasme qu'elle avait cru ressentir laissa place à une peur panique. La femme qui avait détruit sa vie était de retour, et avec elle tout l'enfer qu'elle pensait avoir fui. « Non, » murmura-t-elle. « Ah non, ce n'est pas possible. Tu es morte. Tu es partie. Je suis libre maintenant. » Élise sourit, de ce sourire carnassier qui avait terrorisé tant de victimes. « Libre ? Ma pauvre Margot, tu ne seras jamais libre. Tu m'appartiens, tu le sais bien. Nous avons des comptes à régler avec ce monde. Notre œuvre n'est pas terminée. » Ce qui se passa ensuite reste l'un des mystères les plus troublants de cette affaire déjà si complexe. Le lendemain matin, les habitants du village découvrirent la pharmacie en flammes. Dans les décombres, on retrouva 2 corps carbonisés, si défigurés qu'il fut impossible de les identifier formellement. Les papiers d'identité retrouvés près des corps indiquaient qu'il s'agissait de Margot Morel et d'une certaine Élise Dubois, le nom de jeune fille de la mère d'Élise qu'elle avait adoptée dans sa clandestinité. L'enquête conclut à un accident tragique, un incendie provoqué par une explosion de produits chimiques mal entreposés. Mais plusieurs éléments troublaient les enquêteurs. Pourquoi les corps étaient-ils si parfaitement calcinés alors que le reste de la pharmacie était relativement épargné?
Pourquoi avait-on retrouvé des traces d'essence dans les débris? Et surtout, pourquoi cette Élise Dubois, inconnue au village, se trouvait-elle dans la pharmacie au moment de l'incendie? Des témoins rapportèrent avoir entendu des cris dans la nuit, des hurlements qui semblaient exprimer une terreur absolue. Mais dans le contexte de la guerre, avec les bombardements fréquents et les combats entre résistants et occupants, personne n'y avait prêté attention sur le moment. Aujourd'hui encore, les historiens qui se penchent sur l'affaire Morel s'interrogent sur la nature exacte de ces retrouvailles. Margot a-t-elle mis fin à ses jours pour échapper définitivement à l'emprise d'Élise? Élise a-t-elle tué Margot dans un accès de rage en découvrant qu'elle lui échappait? Ou bien ont-elles péri ensemble dans un pacte de mort qu'elles auraient scellé dans un ultime élan de leur amour destructeur? La réponse à ces questions est probablement enterrée à jamais dans les cendres de cette pharmacie des Deux-Sèvres. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire Morel s'achevait comme elle avait commencé, dans la violence et dans la mort. Aimez cette vidéo pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui ont marqué l'histoire de France. Épilogue. L'héritage d'une tragédie. Aujourd'hui, 90 ans après les événements de la rue Bruyère, l'affaire des sœurs Morel continue de fasciner criminologues, psychologues et historiens. Elle est devenue un cas d'école pour comprendre les mécanismes de la manipulation psychologique et de la violence en milieu clos. La maison des Lancelins, au 6 rue Bruyère, fut détruite en 1954. À sa place se dresse aujourd'hui un petit immeuble moderne dont les habitants ignorent souvent l'histoire tragique du lieu. Seule une plaque discrète, apposée par la municipalité du Mans en 2003, rappelle la mémoire des victimes. Henri Lancelin ne se remit jamais du traumatisme de cette nuit d'horreur. Il quitta Le Mans quelques mois après le procès et s'installa à Paris, où il mourut en 1951, rongé par les souvenirs et la culpabilité de n'avoir pas su protéger sa famille. L'affaire Morel a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques. Jean Genet s'en est inspiré pour sa pièce « Les Bonnes » et plusieurs films ont tenté de reconstituer le drame, avec plus ou moins de fidélité historique. Mais au-delà de sa dimension artistique, cette tragédie reste un témoignage glaçant sur les ravages que peut causer l'isolement social et la manipulation psychologique. Elle nous rappelle que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher des abîmes de souffrance et de violence, car l'affaire Morel n'est pas seulement l'histoire d'un crime atroce. C'est le miroir déformant d'une société qui, par ses inégalités et ses préjugés, peut transformer des êtres humains en monstres. C'est l'histoire de deux femmes qui, privées de tout espoir et de toute tendresse, ont trouvé dans la destruction d'autrui la seule façon d'exister. Une leçon d'humanité terrible et nécessaire que nous ne devons jamais oublier. Œuvre de fiction basée sur une histoire vraie.